Bonjour à toutes et à tous. Donc ce matin, l'actualité économique et technologique mondiale se caractérise par des tensions commerciales, une reprise fragile et des mutations numériques qui redessinent les équilibres. Donald Trump a augmenté à 25% les droits de douane sur certaines exportations sud-coréennes, provoquant un sursaut d'inquiétude sur Hyundai et Kia. Séoul promet une ratification parlementaire d'ici fin février, illustrant combien les relations commerciales deviennent des instruments diplomatiques. En Chine, les bénéfices industriels ont progressé de 0,6% en 2025, mais la reprise reste largement pilotée par l'État et dépendante des exportations, tandis que la demande intérieure reste faible. Sur le front technologique, l'essor de l'IA creuse les pénuries de puces et alimente la hausse des coûts dans l'électronique mondiale. Enfin, à Paris, l'Assemblée nationale a adopté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un geste politique fort, mais une effectivité incertaine face aux géants numériques. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de TV Finance. Nous sommes le 27 janvier 2026 et avant de retrouver James Destoitiers et ses Market Movers, on va faire un détour par l'actualité marquante de ces dernières heures. Trump a de nouveau dégainé l'arme douanière. Ce matin, le président américain a annoncé le relèvement de 15 à 25% des droits de douane sur plusieurs exportations sud-coréennes comme l'automobile, le bois ou bien les produits pharmaceutiques, en accusant Séoul de retarder l'approbation parlementaire de l'accord commercial conclu en juillet dernier. Un coup de pression spectaculaire, mais aussi largement théâtral, car derrière l'ultimatum de Washington, la réalité est plus nuancée. Le Parti démocrate sud-coréen, majoritaire à l'Assemblée nationale avec 162 sièges sur 300, a assuré qu'une loi spéciale serait adoptée d'ici fin février. Ce texte vise notamment à encadrer la gestion des 350 milliards de dollars d'investissement stratégique promis aux États-Unis via la création d'une société publique dédiée. 5 projets de loi connexes sont déjà sur la table, soutenus à la fois par la majorité et par l'opposition conservatrice, ce qui provoque un rare consensus à Séoul. Autrement dit, le blocage dénoncé par Trump est davantage un décalage de calendrier qu'un refus politique. D'ailleurs, la présidence sud-coréenne affirme n'avoir reçu aucune notification officielle américaine avant l'annonce, tandis que Séoul dépêche en urgence son ministre de l'Industrie à Washington pour clarifier ce malentendu. Les marchés ont brièvement sanctionné la menace. Hyundai et Kia ont reculé en séance avant de se ressaisir. Le Kospi terminant lui en hausse de près de 2%. Un signal révélateur. Les investisseurs parient encore sur un accord, mais intègrent désormais une prime d'imprévisibilité américaine. Sur le fond, l'épisode illustre une dérive plus profonde. Trump conditionne l'accès au marché américain non seulement à des concessions commerciales, mais aussi à la vitesse d'exécution des procédures politiques étrangères. Le droit de douane devient un instrument de discipline diplomatique appliqué même à des alliés stratégiques. Le paradoxe est évident. Washington exige des engagements financiers massifs tout en sapant la visibilité réglementaire indispensable à leur mise en œuvre. À force de transformer chaque retard administratif en menace tarifaire, les États-Unis fragilisent la crédibilité même des accords qu'ils signent. Plus qu'un conflit commercial, cette séquence ressemble à une démonstration de force, mais à long terme, la répétition de ces coups de pression pourrait coûter cher, non à Séoul, mais à la confiance accordée au leadership économique américain. Ce matin, le Japon franchit une étape majeure dans l'intégration des crypto-monnaies à sa finance traditionnelle. La Financial Services Agency envisage en effet d'autoriser dès 2028 les cryptos comme actifs sous-jacents pour les fonds négociés en bourse, les fameux ETF, accompagnés de mesures de protection des investisseurs et d'une réduction de l'imposition sur les gains de 55 à 20%. Les banques des sociétés de courtage pourront détenir et négocier ces actifs avec le Bitcoin et l'Ether reconnus comme produits financiers. Les groupes japonais comme Nomura et SBI Holdings se positionnent ainsi pour lancer les premiers ETF crypto sur la Tokyo Stock Exchange, le marché potentiel étant estimé à 1000 milliards de yens, soit environ 5,4 milliards d'euros. Ces produits visent à attirer investisseurs institutionnels et particuliers sur le modèle américain où les ETF Bitcoin ont accumulé près de 120 milliards de dollars d'actifs nets.
Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement régional. Hong Kong a déjà lancé des ETF au comptant sur Bitcoin, Ether et Solana. Taïwan autorise les fonds nationaux à investir dans des ETFs étrangers. La Corée du Sud finalise son cadre réglementaire. Le Japon, prudent, après les crises passées comme Mt. Gox, mise sur la stabilité et la pérennité du marché, faisant de 2026 l'année du numérique. L'objectif est bien positionner le pays comme un hub asiatique de référence pour la finance digitale réglementée. L'Inde et l'Union européenne sont sur le point de conclure un accord de libre-échange historique près de 20 ans après le lancement de négociations souvent au point mort. L'annonce est attendue aujourd'hui à New Delhi et sur le papier, c'est un tournant stratégique puisque l'Inde veut s'imposer comme une alternative à la Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, tandis que l'Europe cherche à diversifier ses partenariats face aux tensions commerciales. Mais derrière cette façade diplomatique, la prudence reste de mise. Après des années de blocage sur l'accès au marché, les normes sociales et la propriété intellectuelle, la reprise des discussions en 2022 a marqué un vrai changement d'attitude. Pourtant, plusieurs points de friction demeurent et les concessions réelles apparaissent modestes. Sur l'automobile, New Delhi envisage de réduire ses droits de douane aujourd'hui entre 70 et 110% à 10% sur certains modèles. Une ouverture significative mais limitée. Le quota serait en effet plafonné à environ 200 000 véhicules et les voitures électriques resteront protégées pendant 5 ans. En échange, l'Inde espère un accès élargi au marché européen pour ses textiles, ses produits d'ingénierie ou bien encore ses denrées alimentaires. Mais Bruxelles reste inflexible sur ses standards environnementaux et sociaux. Donc, peu de chance d'un impact économique immédiat. Et derrière l'enjeu commercial se joue un calcul politique. Pour Bruxelles, cet accord est autant un levier géopolitique qu'un outil économique. Pour New Delhi, c'est une démonstration d'autonomie et de stature internationale. Mais le vrai test viendra plus tard. L'Inde refuse encore de libéraliser plus de 95% de ses lignes tarifaires, tandis que le mécanisme carbone européen menace la compétitivité de ses exportations d'acier et d'aluminium. En somme, l'accord attendu aujourd'hui ressemble davantage à une victoire diplomatique qu'à une révolution commerciale, un symbole fort certes, mais dont la portée concrète reste pour l'instant à démontrer. Les profits industriels chinois ont augmenté de 0,6% en 2025, mettant fin à 3 années consécutives de recul. Un signal positif certes, mais largement symbolique, obtenu au prix d'interventions publiques ciblées et dans un contexte de demande intérieure toujours déprimée. Selon le Bureau national des statistiques, l'amélioration s'est accélérée. En fin d'année, plus 5,3% en décembre sur un an, soit la meilleure performance depuis septembre après 2 mois de repli. Toutefois, ce sursaut repose en grande partie sur des facteurs temporaires tels que la constitution de stocks avant le nouvel an lunaire et des effets de base favorables limitant sa portée macroéconomique. Dans les faits, la reprise demeure largement administrée. Pékin a renforcé sa lutte contre les guerres de prix qui comprimaient les marges industrielles, tandis que, faute de relais domestiques, les entreprises ont cherché des débouchés à l'export pour compenser la faiblesse persistante de la consommation interne. Les contrastes sectoriels confirment cette fragilité. Les technologies avancées, l'électronique et les équipements industriels, les secteurs alignés avec les priorités stratégiques de l'État, bénéficient d'un soutien actif et affichent des hausses spectaculaires. Mais à l'inverse, les industries extractives continuent de s'enfoncer, pénalisées par des surcapacités chroniques et des pressions déflationnistes durables. Et en dépit d'un PIB conforme à l'objectif officiel de 5%, la dynamique économique chinoise reste donc étroitement dépendante des exportations et des impulsions budgétaires et réglementaires. Plus qu'un véritable retournement de cycle, la hausse des profits industriels apparaît donc comme un répit fragile, étroitement suspendu aux arbitrages de Pékin et à l'évolution de l'environnement extérieur. L'intelligence artificielle promet efficacité et abondance, pourtant en coulisses, elle crée une nouvelle rareté, celle des puces mémoire, car la pénurie de ces composants n'est plus un accident conjoncturel, mais bien un déséquilibre structurel. Selon le PDG de Synopsys, Sassine Ghazi, la hausse des prix et les tensions d'approvisionnement pourraient se prolonger jusqu'en 2026, voire 2027, sous l'effet d'une demande massivement tirée par les infrastructures d'intelligence
l'intelligence artificielle. Historiquement, le marché de la mémoire évoluait selon des cycles bien identifiés. Désormais, il bascule dans une logique de super cycle. En effet, l'essor fulgurant des centres de données d'IA, extrêmement gourmands en mémoire à large bande passante, absorbe une part croissante des capacités mondiales. Résultat, un effet d'éviction. Smartphones, PC et autres équipements grand public se retrouvent en concurrence directe avec les usages d'IA nettement plus rentables pour les producteurs. Et d'un point de vue économique, le diagnostic est classique, une demande quasi inélastique à court terme face à une offre rigide. Alors certes, les investissements de Samsung, SK Unix ou bien encore Micron sont massifs, mais les délais industriels, au moins 2 ans, empêchent tout ajustement rapide. Mécaniquement, cette tension se traduit par une inflation des composants déjà visible dans les contrats d'approvisionnement. Dès lors, la hausse des coûts devrait être progressivement répercutée en aval. Lenovo assume sa capacité à passer les prix, tandis que Xiaomi anticipe des smartphones plus chers dès 2026. En premier lieu, les segments d'entrée de gamme seraient les plus exposés, accentuant le risque de ralentissement de la demande dans l'électronique grand public. Et à moyen terme, l'IA agit aussi comme un choc d'offres négatif. Elle renchérit un facteur clé de production pour l'ensemble du secteur de la tech, un paradoxe pour une innovation censée doper la productivité, mais qui, à court terme, alimente l'inflation numérique. Emmanuel Macron y voit, je le cite, une étape majeure. L'Assemblée nationale en France a adopté en première lecture hier l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une décision politiquement consensuelle, médiatiquement efficace, mais juridiquement fragile et opérationnellement floue. Sur le papier, l'objectif est noble, protéger la santé mentale de nos adolescents face aux dérives des plateformes. Mais dans les faits, le texte repose sur un pari technologique et réglementaire loin d'être gagné. Interdire ne suffit pas, encore faut-il pouvoir vérifier l'âge des utilisateurs sans violer le droit européen ni la RGPD. Le vote massif, 116 voix contre 23, illustre un réflexe politique classique, afficher une réponse forte à une inquiétude sociale plutôt que reconnaître l'impuissance publique face aux géants du numérique. L'alliance allant du RN aux communistes, confirme le caractère d'union symbolique de la mesure, rassurante pour l'opinion mais évasive sur le fond, car le véritable enjeu, c'est le modèle économique des plateformes fondé sur la captation de l'attention. La comparaison avec l'Australie, souvent brandie par le gouvernement, ne résiste pas à cet examen. La France agit en effet dans un cadre européen contraint par le Digital Service Act, le même qui avait rendu inapplicable la précédente majorité numérique en 2023. Même la rapporteure du texte admet que certains amendements pourraient être retoqués à Bruxelles. Autre zone grise, l'exclusion des messageries privées comme WhatsApp, un choix pragmatique mais qui vide partiellement le dispositif de cohérence. Pour les adolescents, la frontière entre réseau social et messagerie est déjà dépassée. La mesure risque donc de déplacer les usages plutôt que de les réduire. Le traitement du téléphone portable au lycée illustre la même ambivalence. L'interdiction ferme promise laisse place à une application locale par les règlements intérieurs, transformant le signal politique en compromis administratif. Au fond, la loi relève moins d'une rupture numérique que d'un geste politique. Elle traduit l'embarras d'un État qui cherche à encadrer des plateformes mondialisées sans heurter les libertés individuelles. Et si elle est définitivement adoptée, la France rejoindra le cercle restreint des pays ayant opté pour l'interdiction formelle. Mais entre affichage législatif et effectivité réelle, l'écart pourrait rester considérable. Comme souvent en matière numérique, la vraie question demeure: qui contrôle comment et où? Et au bénéfice de qui? Regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et toute cette semaine sera riche à la fois en données macro, mais également en publications d'entreprises. On commence par la macro. C'est du côté des États-Unis qu'il faudra aller chercher de la volatilité cet après-midi à 16 heures avec la publication de la confiance des consommateurs du Conference Board. Confiance attendue en petite hausse, légère hausse par le consensus des économistes. Je vous rappelle que c'est une surprise que les économistes aient noté que les ventes au détail sont toujours assez résilientes. Donc la confiance des consommateurs
du conference board devrait légèrement ressortir en hausse, c'est tout à l'heure à 16 heures. Et puis on attendra le discours de Christine Lagarde à 18 heures et le discours de Donald Trump à 20 heures. Ça, c'est pour la macro et pour la politique et la monétaire. Sinon, côté publication d'entreprise, LVMH et Texas, mais LVMH, Texas Instruments et Boeing vont guider un petit peu l'œil des investisseurs aujourd'hui. Sinon, dès demain, on rentre dans le dur avec la publication de Microsoft, Meta, Tesla, ASML, IBM aux États-Unis. Et le jeudi, c'est Apple, Visa, Samsung, Mastercard. Ça part dans tous les sens. Donc voilà, la semaine s'annonce particulièrement dense. Et vendredi, on va se calmer un peu. Mais voilà, on a tous ceux qui s'intéressent, je dirais, à la demande mondiale aux pétroliers et parapétroliers. Eh bien, Exxon, Chevron publieront également des trimestriels particulièrement attendus pour connaître leur œil sur notamment la géopolitique. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont terminé en ordre dispersé, traduisant un marché sous anesthésie plus que réellement confiant. La prudence reste palpable, alimentée par les tensions commerciales récurrentes entre Washington et Bruxelles et par les interrogations autour de l'indépendance de la Fed avant sa première réunion de l'année. Signe le plus parlant de cette nervosité latente, l'envolée de l'or qui a franchi en séance les 5100 dollars l'once. Et derrière le calme apparent des actions, les investisseurs continuent de se couvrir, révélant un marché davantage défensif que réellement optimiste. Et dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,15% à 8131 points. Le FTSE a symboliquement gagné 0,05% et le DAX s'est adjugé, lui, 0,2%. À New York, Wall Street a terminé en hausse, portée une nouvelle fois par les grandes valeurs technologiques à l'approche d'une semaine décisive de résultats et de politique monétaire, comme on l'a vu il y a un instant, puisque je vous rappelle que au-delà des publications trimestrielles, c'était également la réunion de la Fed qui sera à suivre de très près. Mais cette dynamique repose avant tout sur l'anticipation de publications solides de Microsoft, Meta demain ou Apple jeudi, dans un marché largement concentré sur quelques titres. L'enjeu dépasse toutefois les chiffres trimestriels, puisque les investisseurs cherchent surtout des signaux crédibles sur la rentabilité future des investissements massifs dans l'IA. En parallèle, la prudence reste de mise avant la réunion de la Fed. Si un statu quo sur les taux est attendu, les discours de Jérôme Powell sera évidemment scruté dans un climat politique tendu, marqué par les pressions répétées de Donald Trump. Dans ce contexte, le Dow Jones a progressé hier de 0,64%, le S&P 500 s'est adjugé 0,5% et le Nasdaq a pris 0,43%, confirmant par ailleurs la dépendance persistante du marché aux méga capitalisations. Enfin, les cours du pétrole restent sous pression malgré un hiver rigoureux aux États-Unis, ressenti moins 46 hier. Ça fait froid. Résultat, la forte demande de fuel domestique et la fermeture de certaines unités de la raffinerie d'Exxon à Baytown au Texas ont soutenu le marché, mais pas suffisamment pour compenser la reprise de la production kazakh après l'incendie du champ de Tengiz Chevroil qui avait temporairement fait bondir les cours. Selon Rystad Energy, l'impact des perturbations hivernales sur le gaz et le pétrole sera comparable à celui des tempêtes de janvier 2022 et 2024, mais moins durable qu'un choc prolongé. Résultat, le Brent pour livraison mars a cédé hier 0,44% à 65,59 $, tandis que le WTI, la référence américaine, a lui reculé de 0,72% à 60,63 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 27 janvier 2026. Et juste après, nous retrouverons les Market Movers de James D. Poitiers. À tout de suite sur TV Finance.